Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce direct live de l'orientation. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier de la chimie, quel que soit le niveau d'études. Responsable de laboratoire, pilote de ligne de production, qualiticien, ingénieur ou technicien de recherche, les postes et les compétences attendues sont assez diversifiés et offrent de nombreuses perspectives en matière de recrutement, représentés dans des secteurs d'activité très variés comme le nucléaire, l'énergie verte, l'industrie médicamenteuse, les cosmétiques, l'enseignement. La chimie intervient dans de multiples domaines et offre de belles opportunités professionnelles. 120 000, c'est le nombre de postes qui seront à pourvoir d'ici 2030 sur des emplois très variés avec différents profils et niveaux de qualification recherchés. Vous l'aurez compris, la chimie est un secteur porteur et pour l'intégrer, il existe plusieurs types de formations dans le supérieur suivant son niveau et ses compétences allant du bac+2 au bac+8. Alors finalement, à qui ces études sont-elles destinées? Quels sont les atouts que l'on doit posséder lorsque l'on s'oriente sur cette voie et quels sont les débouchés à l'issue de vos diplômes? L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des exemples qui vous permettront de savoir si oui ou non ces formations sont faites pour vous. Alors il ne s'agit pas d'une conférence figée, vous pouvez interagir avec nous et poser vos questions via le chat. Voilà pour cette entrée en matière. Je vous propose maintenant de découvrir qui sont les invités qui m'accompagnent en plateau. Je suis en compagnie d'Isabelle Desvignes qui est actuellement directrice des études au sein du département chimie Montpellier de l'IUT Montpellier 7. En plateau également David Virieux qui est ingénieur, enseignant-chercheur, professeur en chimie organique et directeur de la formation et de l'enseignement au sein de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier. À ses côtés, Claire Longuet qui est enseignant-chercheur et directrice adjointe de l'école doctorale Sciences Chimie Ballard. C'est une entité qui est rattachée à l'université de Montpellier et qui forme les doctorants. Et normalement devrait nous rejoindre en plateau Sébastien Clément qui est professeur des universités et directeur du département chimie à la faculté des sciences de Montpellier. Bienvenue en tout cas à tous les trois pour le moment et merci d'avoir accepté de participer à ces échanges. Je le disais en préambule, il existe plusieurs voies d'accès post-bac qui permettront aux personnes qui ont une certaine appétence pour les sciences de s'orienter vers la chimie suivant le niveau scolaire et les aptitudes de chacun. Des formations professionnalisantes qui offrent la possibilité aux étudiants de poursuivre leurs études, d'opter pour la recherche ou d'entrer directement sur le marché du travail une fois leur diplôme en poche. On va vous présenter de manière progressive les différents parcours possibles. Et pour ceux qui, par exemple, préféreraient un cursus court, il y a ce qu'on appelle le BUT chimie qui forme des techniciens supérieurs qui intégreront le marché du travail avec un bac+3. Isabelle Desvignes, alors dites-nous justement en quoi consiste le bachelor universitaire technologie en chimie. Bonjour à tous. Donc, le bachelor universitaire en technologie, c'est un diplôme à bac+3, hein, donc grade licence, qui forme des jeunes dans les différents métiers de la chimie. Donc, on va avoir des enseignements sur toutes les thématiques de la chimie, allant de la chimie analytique, la chimie de synthèse, l'élaboration des matériaux, le génie chimique. Et bien sûr, on a quelques compétences transversales, hein, en plus des compétences cœur de métier, à savoir les sciences, donc les mathématiques, l'informatique, quoi d'autre encore, la physique, bien sûr, et puis les disciplines transversales telles que la communication, qu'elles soient orales ou écrites, qu'elles soient en langue française ou langue étrangère. Donc voilà le panel, en fait, de compétences qu'on acquiert quand on va faire un BUT chimie en 3 ans. Justement, en amont, avant d'intégrer ce BUT, est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires d'avoir pris certaines options, notamment au lycée, puisque vous accueillez des bacs aussi bien technologiques que généraux? Oui, alors on accueille des bacs généraux avec les spécialités mathématiques, physique, chimie, qui sont les deux spécialités phares pour le recrutement sur Parcoursup, mais il suffit d'une des deux spécialités en terminale et puis une autre spécialité qui peut être une autre spécialité du domaine des sciences. Donc, pour les bacs généraux, c'est ce type de spécialité. Pour les bacs technologiques, on recrute essentiellement sur les bacs STL. Vous me disiez, nos étudiants vont voir la chimie dans le cœur de métier, puisque finalement, ils l'ont survolée au lycée sans réellement savoir à quoi ça correspond. Voilà, en fait, ils font une découverte au lycée des quelques domaines de la chimie, que ce soit la chimie de synthèse ou un petit peu les matériaux, etc. Mais vraiment, chez nous, on va approfondir tous ces domaines. Hein, donc, on va, sur 3 ans, apporter des compétences dans les domaines de l'analyse, dans les domaines de la synthèse, qu'elle soit organique ou inorganique, dans les domaines du génie chimique et dans le domaine des matériaux et produits formulés, avec tout ce qui est élaboration, caractérisation des matériaux.
dans le but de former in fine des techniciens qui seront amenés à collaborer avec les ingénieurs, avec justement les chercheurs? Exactement. Donc ensuite, une fois qu'on est diplômé avec un BUT, on a des compétences qui nous permettent de travailler dans différents types de laboratoires. Donc ça peut être des laboratoires publics, des laboratoires privés, en recherche et développement, simplement en contrôle qualité ou autre. On a aussi des techniciens formulateurs, etc. Donc c'est très large en fait les différents métiers de technicien supérieur auxquels on peut prétendre quand on sort avec un BUT chimie. Vous me disiez, avec le BUT, on est vraiment sur de l'immersion, avec énormément de travaux pratiques et très peu de cours finalement en amphi. Donc si on aime les sciences fondamentales, il vaut mieux passer son chemin? Oui, effectivement, si on vient en BUT, c'est qu'on a une appétence pour la formation professionnalisante. 50% de nos enseignements sont des travaux pratiques, des mises en situation professionnelle et des stages en entreprise. On propose aussi l'alternance pour les étudiants à partir de la 2e année de BUT. Donc vraiment, on a une formation professionnalisante, mais on a une base théorique suffisante pour les étudiants qui souhaiteraient, après le BUT, faire une poursuite d'études. Il y a les stages aussi obligatoires dans le cursus classique. Oui. Combien de semaines ça représente? 26 semaines en tout, 10 semaines en 2e année et 16 semaines en 3e année de BUT. Alors, on n'a pas énormément de recul, puisque cette formation, finalement, elle a été mise en place assez récemment. Ça date de 2021. C'était pour remplacer ce qu'on appelait à l'époque le DUT. Mais parmi, justement, les jeunes diplômés que vous avez encadrés et qui ont suivi ce cycle, quel est le taux de réussite? Alors, le taux de réussite, il est, on va dire, variable au cours des années. La première année de BUT, on a environ, on va dire, 70% de réussite sur la première année de BUT. Et puis ensuite, une fois qu'on a passé ce cap, qu'on est dans le rythme, on a quasiment 100% de réussite en 2e et 3e année. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir davantage justement sur cette formation, il y a des journées portes ouvertes, ça va se dérouler à 7 prochainement? Oui, puisque celle de l'Université de Montpellier a eu lieu samedi dernier, donc c'est trop tard. Mais par contre, sur le site de 7, samedi prochain, donc le 15 février. Et puis, est-ce qu'on appelle les demi-journées d'immersion que vous proposez? Comment ça marche? Oui, alors sur le site de Montpellier, les journées d'immersion, il suffit d'envoyer un mail au secrétariat du département chimie Montpellier et puis on va vous proposer plusieurs dates et puis vous choisissez la date qui vous convient le mieux. Et sur une matinée, on vous fait découvrir les différents TP que l'on propose dans les différents domaines, chimie analytique, synthèse, organique, inorganique, génie chimique. On essaye de balayer dans la matinée un petit peu tous ces travaux pratiques qui sont mis en place en 1e et 2e année de BUT. Et puis c'est aussi l'occasion d'échanger avec les enseignants, avec les étudiants qui sont en TP et qui se font toujours un plaisir de faire un retour d'expérience. Pour ceux qui nous écoutent, qui seraient éventuellement intéressés, quel est le processus pour intégrer cette formation? C'est via Parcoursup, la première étape? Uniquement via Parcoursup pour entrer en première année de BUT. Ensuite, pour entrer en 2e ou 3e année, on a des passerelles entrantes et là, c'est e-candidat. Donc, on recrute sur les différents parcours, puisque le BUT chimie, c'est spécialité chimie, mais derrière, on a des parcours, analyse, synthèse, matériaux et produits formulés. Ça, c'est les 3 parcours proposés à Montpellier. À 7, vous avez les parcours analyse, contrôle qualité, environnement et synthèse. Et le parcours chimie industrielle n'est pas proposé sur le site UT Montpellier 7. Et donc, vous pouvez faire des passerelles entrantes en Bac+2, pour Bac+2, Bac+3, mais c'est uniquement en apprentissage. Quel est le quota au niveau de l'acceptation? Alors, c'est très peu, puisqu'en fait, on a très peu de places disponibles pour les 2e et 3e années. Donc, les passerelles entrantes, ça représente 4-5 étudiants par année, c'est pas énorme. Avec une étude sur dossier, donc en fonction des résultats scolaires? Oui, bien sûr, e-candidat, donc c'est la motivation, l'appétence pour le domaine choisi et surtout le contrat d'apprentissage. C'est ce qui va aussi être important, puisqu'on ne prend que en apprentissage sur les passerelles entrantes. On va s'intéresser à cette formation qui vous permettra d'avoir ce statut d'ingénieur. En France, on recense une vingtaine d'écoles de chimie qui délivrent ce titre et vous permettent d'obtenir donc un diplôme qui est reconnu par l'État. Ces écoles, elles appartiennent au réseau de la fédération Gay-Lussac. Ce sont des écoles qui proposent une formation en rapport donc avec la chimie et le génie chimique. Le NSCM où nous sommes actuellement, qui est donc l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, arrive dans le peloton de tête des établissements les plus cotés. Elle accueille environ 400
460 étudiants et propose une formation généraliste qui prépare aussi bien au métier de la production, de la recherche, de la santé, du nucléaire, de la chimie des matériaux, mais aussi à l'environnement. Mais attention, intégrer cet établissement, ça se mérite puisque l'école de Montpellier est très demandée. Il faut donc avoir un excellent dossier et être prêt à se lancer dans des études supérieures qui vont durer minimum 5 ans. Des écoles qui forment l'élite et ont donc une certaine exigence. Alors David Virieux, je m'adresse à vous. Expliquez-nous comment on fait pour intégrer une école de chimie comme la vôtre. Je crois qu'il existe finalement plusieurs voies d'accès post-bac possibles. Quelles sont ces possibilités? Alors, je vais corriger un tout petit peu et bonjour à tous d'abord en premier lieu. Alors, post-bac, non, puisqu'on recrute qu'à partir de bac plus 3. Donc, vous ne trouverez pas sur la plateforme usuelle dès que vous avez fini votre bac. Par contre, on a effectivement plusieurs voies d'admission. Dans ces voies d'admission, on va avoir un gros mode d'admission qui est les voies d'admission sur concours. Et en particulier à l'issue d'une classe préparatoire. Ces classes préparatoires peuvent être celles que vous avez en lycée, en particulier après des spécialités physiques, enfin maths, physique et chimie. La particularité, c'est que une fois les 2 ans passés en classe préparatoire, vous avez un concours qui vous ouvre à l'ensemble ou une majorité d'écoles d'ingénieurs, pas nécessairement qu'en chimie. Ça peut être en physique, ça peut être en matériaux, ça peut être sur les écoles aussi de commerce, en fonction du concours que vous passez. Nous, on recrute sur 3 concours, donc pour les bacs classiques de type S, des concours de spécialité aussi, qui sont les bacs STL. Ils ont des classes préparatoires qui sont dédiées, qui sont les classes préparatoires TPC. Et enfin, sur le concours BCPST, qui sont les classes préparatoires spécialisées pour ceux qui font de la bio. Pour vous donner un petit ratio, c'est 60% sur les classes préparatoires classiques, 60 élèves sur les 100 qu'on a en première année, et puis après 2 pour chacune des autres modes d'admission qu'on peut avoir. Ensuite, on peut avoir du recrutement en contrôle continu. Donc pour ceux que le concours pourrait stresser, la conséquence c'est que vous pouvez rentrer dans une des 20 écoles de chimie et de génie chimique de la fédération Gay-Lussac au travers de ce qu'on appelle les classes préparatoires intégrées. Il y en a 5 en France, il n'y en a pas sur Montpellier, donc vous serez obligé de vous déporter un tout petit peu sur ces 5 écoles. Et là, après avoir été sélectionné à la fois sur dossier et à l'issue d'un entretien, vous avez la possibilité de suivre 2 ans dans ces 5 écoles d'ingénieurs. Et la particularité, à l'issue des 2 ans, si vous avez plus de 10 de moyenne, vous pouvez intégrer une des 20 écoles de la fédération Gay-Lussac. Le dernier type de voie d'admission est sur dossier. Alors sur dossier, comme ça a été dit, effectivement, on va être particulièrement sélectif. Le sélectif, on va le retrouver au niveau des licences 3. On peut accueillir jusqu'à 5 licences 3 en première année. Il faut être major de sa promo. Pour les IUT et BUT, on recrute à la fois à l'issue de la 2e année d'IUT encore, parce qu'on est sur une période un peu de transition, et on recrute aussi sur les 3e années, c'est-à-dire le BUT obtenu. Donc la particularité, là aussi, c'est qu'on a 10 places qui sont ouvertes sous statut étudiant, et là aussi, compte tenu du classement de l'école, on peut se permettre d'être particulièrement sélectif, étant donné que ce sont les 3 ou 4 meilleurs de promo qui peuvent intégrer sous statut étudiant l'école de chimie. Comment se passe ce fameux concours? C'est une semaine, ce qu'on appelle par banque, avec des examens écrits du matin à 8h jusqu'à 18h? Alors, je ne sais pas si c'est du matin systématiquement jusqu'à 18h le soir, mais c'est une période assez intense où il faut valider effectivement des connaissances générales en sciences, donc mathématiques, physique et chimie. Il y a les parties interrogations aussi sur la partie français et langue. Donc il y a des écrits et puis des petites modalités qui sont apparues dès l'an dernier qu'on appelle les grands admissibles. Donc les personnes qui auraient très bien réussi sur la partie écrite sont admises à ne pas passer les orales et directement candidater sur les écoles. Donc ça a enlevé du stress à un certain nombre de candidats, en tout cas. C'est la voie la plus empruntée. Il y a un grand nombre de jeunes qui optent finalement pour ces classes préparatoires avant de tenter ce concours. En tout cas chez nous, oui. C'est à peu près en termes d'inscription. En termes de pourcentage, oui. Donc nous, sur la première année, c'est 64 étudiants sur la centaine qu'on va recevoir en première année. Alors, le profil justement des étudiants qui entrent en école de chimie est plutôt scientifique. On a un grand nombre qui a suivi un bac général avec des options donc SVT, maths ou physique-chimie. Mais vous avez également des personnes qui sont issues des bacs technologiques. Et vous leur recommandez également de passer par la voie justement de ces classes préparatoires? Alors, pour se remettre à niveau? Ils ont les 2 modes d'admission et on en reçoit sur ces 2 modes, à la fois par la classe prépa TPC qui est spécialisée pour ces élèves-là, issus d'une STL, ou alors après avoir fait soit un BTS, soit un UT et plutôt un BUT en tout cas. On a parlé des concours écrits, est-ce qu'il y a également des oraux ou des entretiens? Alors les entretiens exclusivement pour les classes préparatoires intégrées.
à l'issue à l'issue des 2 ans. Voilà. Une fois qu'on a été accepté au sein de l'école de chimie, concrètement, sur quoi va reposer la formation? Quel est le volume horaire et comment ça se décompose au niveau des matières qui sont enseignées? Alors, la grosse particularité, c'est une formation en 3 ans. Donc, vous passez 3 ans sur l'école. Et sur ces 3 ans, ça va se décomposer entre une partie enseignement classique, avec beaucoup de TP aussi, mais quand même beaucoup moins qu'à l'UT. S'il y a les UT, c'est 50%, nous c'est 40%, c'est-à-dire 2 jours par semaine. Donc une formation à la fois théorique, à la fois pratique, avec une ouverture aussi. On se ressemble un tout petit peu quand même sur ce à quoi on va amener les étudiants, sauf qu'on va les amener à un niveau ingénieur et cadre. Et donc la conséquence, c'est qu'on va avoir une formation économique, humaine et sociale qui va intégrer bien entendu les langues, donc 2 langues obligatoires. L'anglais n'est pas considéré comme une langue étrangère, c'est une langue de travail. L'autre particularité... C'est ça pour les travaux au quotidien, finalement. Pour les travaux au quotidien. La chimie, si on doit resituer un petit peu le contexte de la chimie au niveau international au niveau français, la chimie, c'est 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 70-80% de ce chiffre d'affaires est réalisé à l'exportation, donc à l'international. Donc, par voie de conséquence, il y a un parcours international aussi qui est obligé sur l'établissement. C'est une des grosses demandes de la part de la commission des titres d'ingénieur qui nous autorise à délivrer le diplôme correspondant. L'école de chimie de Montpellier a une particularité puisqu'on ne retrouve pas forcément ça dans tous les établissements. Elle a 2 dominantes qui sont la santé et le nucléaire également. Alors, quand on parle de dominante, on est sur 2 dominantes, chimie santé, effectivement, et chimie matériaux et environnement. Et dans la partie matériaux et environnement, effectivement, on a une particularité, on est une des 2 seules écoles de chimie qui traitent du nucléaire, avec le NSCP à Chimie Paris. Pourquoi? C'est la proximité de certains sites de recherche, en particulier l'ICSM qui est situé à Marcoule, qui nous permet d'avoir à la fois des personnels compétents qu'on reçoit sur les établissements. Je ferai juste une remarque, c'est une formation qui est jumelée aussi dans le cadre des masters avec l'Université de Montpellier. Donc on bénéficie de la compétence des collègues de l'ICSM. Il y a également donc des travaux pratiques. Comment se répartissent les cours, à la fois des TD et puis une approche de projet plutôt? Alors, une grosse particularité, effectivement, si on a à la fois des cours très classiques en amphi, avec des travaux dirigés, la particularité, c'est qu'on essaye de dynamiser un peu tout ça et avoir des approches de pédagogie un peu innovantes, avec un objectif, c'est de rendre l'élève actif au cours de sa formation. Donc pas de recevoir passivement l'information qu'on pourrait lui donner. Donc par voie de conséquence, beaucoup de pédagogie par projet sur chacun des semestres, en première, deuxième et troisième année. Et une des choses sur lesquelles on est le plus fier, c'est ce qu'on appelle les projets EPIC, donc entreprendre, projet d'innovation et d'intelligence collective, où on essaie de leur faire viser la création d'une entreprise à caractère innovant. On pourra illustrer et donner des exemples par la suite. Nous avons une question, on nous dit l'arrivée à l'école de chimie après une classe préparatoire marque une forte baisse de rythme. Quelle réponse donner à ces élèves qui peuvent être déroutés par cette baisse de régime? Alors, quand on regarde, effectivement, là, je suis mal placé, j'ai été élève il y a très longtemps, est-ce qu'il y a une baisse de rythme? La réponse, c'est oui par rapport à ce qu'ils ont pu connaître en prépa, mais dans les faits, après, derrière, si on veut rester dans les têtes de promo et s'investir à la fois dans la formation et dans la vie de l'école, il y a largement de quoi faire et donc largement de quoi s'occuper. Parce qu'une école d'ingénieurs, c'est à la fois un réseau qu'on commence à cultiver dès les 3 ans de formation, et donc la conséquence qui est derrière, c'est que ça mobilise les étudiants sur beaucoup d'actions qui peuvent être faites au sein de l'établissement. Et puis vous faites intervenir des entreprises également dans le cadre de la formation. Quel est l'apport justement de ces professionnels? Ça vient compléter cette fameuse théorie? Alors, juste pour situer, par an, sur une année scolaire, on a à peu près 110 intervenants industriels. Donc provenant de la chimie, mais sur tous les bords de la chimie. Ça peut être très centré sur la chimie à proprement parler. Donc on peut aller sur la pharmacie avec des intervenants de Sanofi, on peut aller sur les matériaux avec du Michelin ou du Solvay, et puis après sur des endroits où la chimie est un peu plus masquée et cachée, et en particulier si je vous désigne des groupes comme Renault, vous allez me dire la chimie on ne va pas trop la voir à l'intérieur, et pourtant on y intervient. Donc ces intervenants, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent ce regard industriel
qu'on n'est pas capable, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, de pouvoir donner avec la meilleure pertinence possible. Donc, comme l'objectif reste le même, quelles que soient les formations, c'est que nos élèves ou nos étudiants soient directement opérationnels en entreprise, on est obligé d'avoir cet apport de la part de l'extérieur. Il y a également un parcours commun avec l'Institut d'Agro pour tout ce qui est utilisation justement des ressources renouvelables, tout ce qui touche à l'environnement. Voilà, c'est une politique de site qui a été mise en place il y a plus d'une dizaine d'années. Donc on a effectivement une option qui s'appelle Chimie et bons procédés pour un développement durable, où nous allons mélanger les élèves des deux formations, en dernière année de formation d'ingénierat. Et l'objectif, effectivement, c'est de travailler sur toutes les ressources renouvelables. Donc la chimie peut se servir du naturel pour contribuer à élaborer des nouveaux matériaux, de nouveaux médicaments, de nouveaux ingrédients cosmétiques. Et ainsi de suite. On peut effectuer aussi un double diplôme qui est centré à la fois sur la chimie avec la faculté des sciences ou avec la fac de pharmacie, mais aussi avec l'IAE. Expliquez-nous. Alors effectivement, dans le cadre de la troisième année, le parcours peut être un peu plus diversifié que les options qu'on est capable de proposer sur l'école. Dans ces parties de diversification, on a les très bonnes relations qu'on maintient avec l'Université de Montpellier, en particulier différents parcours de master. Donc on en a 3 avec la faculté des sciences, un avec la faculté de pharma, ce qui permet d'obtenir un double diplôme de chimiste et de pharmacien, enfin pas tout à fait de pharmacien, pardon. De master en pharmacie, en tout cas. Et le dernier est avec l'IAE, effectivement, sur un master chef de produit. Je le disais en introduction, l'école est classée donc dans le top 3 des écoles d'ingénieurs sur le plan national, en tout cas. C'est dû donc à la qualité de l'enseignement, mais aussi aux équipements dont vous disposez au sein de l'établissement, puisque vous êtes à la pointe. Et l'école, elle est installée au sein du pôle Ballard, avec un environnement donc de chercheurs auxquels sont associés directement les étudiants. J'imagine que ça, c'est une force. Alors, et là je pense que mes collègues pourraient répondre aussi, en particulier sur les formations doctorales. On est ce qu'on appelle ici sur le pôle chimie Ballard. Donc le pôle chimie Ballard a l'avantage de regrouper au sein de Montpellier, c'est assez unique, l'ensemble des formations qu'on peut avoir en ex-région Languedoc-Roussillon, donc on va appeler ça Occitanie-Est, et en particulier donc au moins 3 établissements, la faculté des sciences, l'IUT, en particulier Montpellier 7, qui fait aussi partie de la faculté des sciences, mais qui a une certaine autonomie, et l'école de chimie de Montpellier. Et pour la partie recherche, tout est regroupé sur le site qui n'est pas très loin de là où on est installé, et qui regroupe principalement 3 UNUR. Donc proximité avec les chercheurs, proximité avec les enseignants-chercheurs, et on peut bénéficier au cours de la formation, effectivement, des plateformes technologiques qui sont associées à ces instituts de recherche. L'arrivée dans des établissements comme les vôtres, c'est un changement de rythme par rapport au lycée qui nécessite aussi de faire preuve d'une certaine autonomie. À tour de rôle, expliquez-nous justement quels sont les accompagnements que vous proposez, puisque je sais que les étudiants ne sont pas forcément livrés à eux-mêmes. Il y a des associations, par exemple, du tutorat. Oui, alors par exemple, pour le BUT, les jeunes qui viennent, les néo-bacheliers, c'est vrai qu'ils sont un petit peu parfois perdus quand ils arrivent et qu'il faut se mettre dans un rythme différent de celui du lycée. Donc nous, on a 2 accompagnements, le tutorat institutionnel, en fait, qui est effectué par les étudiants de 2e année et qui accompagne les étudiants davantage sur les méthodes de travail à l'IUT, sur... sur l'accompagnement aussi, sur le quotidien, on va dire, qui les rassure, qui leur donne un petit peu leur expérience de l'année d'avant, face aux difficultés, comment réagir, comment travailler en groupe, etc. Et puis, on a un tutorat qui est plus spécifique pour les étudiants issus de bac technologique. C'est financé par le rectorat. Et ce sont les enseignants qui interviennent sur des matières spécifiques comme les mathématiques. On sait que les étudiants technologiques, c'est nous, ont plus de difficultés sur la base mathématique et puis sur tout ce qui est aussi méthode de travail. Donc tout ça, c'est un accompagnement au cours du 1er semestre pour aider les étudiants et les amener à la réussite. Ce qui vous concerne pour l'école de chimie ? Et on a des dispositifs qui sont très similaires. Donc en première année, on a ce qu'on appelle des remises à niveau facultatives, puisqu'on a des parcours entrants qui sont très différents, et en fonction justement de ces parcours entrants, on peut avoir des faiblesses, ou en tout cas quelques difficultés sur certains des enseignements. Donc effectivement, on a des remises à niveau en mathématiques aussi, mais sur certains aspects de la biologie ou de la biochimie, en particulier parce qu'on est quand même assez centré sur le domaine de la santé.
Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on accueille aussi quelques étudiants étrangers. Donc la conséquence derrière, pour ceux qui ne seraient pas complètement autonomes en français, ils ont des cours de français langue étrangère. Et l'autre point remarquable, c'est qu'on peut les accompagner sur toute la première année avec un enseignant dédié sur l'ensemble du premier semestre pour s'adapter justement au nouvel environnement qu'ils vont rencontrer. Au niveau de l'Université de Montpellier, on a parlé tout à l'heure de l'association. Alchimie, alors à ma connaissance, c'est surtout celle-là qui intervient. Après, je pense que Sébastien aurait été mieux placé pour moi que moi pour vous dire ce qui se fait à l'heure actuelle. Après, c'est beaucoup d'entraide entre étudiants en général pour pouvoir se remettre à niveau, avancer, comprendre les TD, les TP. Quelles sont les opportunités professionnelles à l'issue d'un diplôme d'ingénieur? Vers quel métier est-ce que ça va ouvrir des portes concrètement? Alors, à la fois facile et compliqué de répondre à ça de manière assez simple. Donc, on va se retrouver sur l'ensemble des métiers de la chimie. Alors, quand on discute secteur d'activité, et je commencerai un tout petit peu par ça, en secteur d'activité, la chimie, vous la retrouvez sur les entreprises de la chimie, vous la retrouvez sur la pharmacie, c'est ce que j'ai pu un petit peu évoquer tout à l'heure, et il y a des endroits, effectivement, où elle est un peu moins visible. Dans le secteur du luxe, c'est du matériau qu'on va avoir besoin. Si vous êtes sur le secteur de la cosmétique, vous allez avoir tous les ingrédients qui peuvent être associés à ça, donc les arômes, les parfums, tous les texturants que vous avez besoin. Et donc, on va retrouver des ingénieurs chimistes aussi. Et puis après, on est obligé quand même d'associer d'autres secteurs dont on parle beaucoup maintenant, tout le secteur de l'énergie, effectivement, et tout le secteur des transports, où à la fois le carburant ou le vecteur énergétique, plus tous les matériaux que vous pourrez avoir sur la structure, sont capables d'interagir et de nous donner des choses à essayer de découvrir ou à améliorer en tout cas. Et puis, à l'issue de cette formation, plutôt que d'intégrer le marché du travail, on peut également décider d'effectuer une thèse. Claire Longuet, vous êtes directrice adjointe de l'école doctorale Chimie Ballard, une entité qui est rattachée donc à l'Université de Montpellier et qui permet de former les chercheurs qui obtiendront un diplôme de niveau Bac+8. Alors, l'année dernière, vous recensiez 270 doctorants. On ne parle plus d'étudiants, mais de chercheurs dans ce cas de figure, puisque les personnes qui vont s'orienter sur cette voie se destinent principalement à la recherche. Oui, ce sont des chercheurs en formation pendant 3 ans. Ils n'ont plus besoin d'être sur les bancs de la fac. Ils sont en laboratoire en permanence. Pendant cette formation-là, on leur demande quand même d'avoir quelques formations complémentaires pour s'ouvrir un maximum. Ça peut être des formations à la pédagogie, à la vulgarisation, ça peut être des formations à la communication, des formations au management également, des formations à l'éthique et à l'intégrité scientifique. C'est une formation qui est obligatoire pour l'ensemble des doctorants. Donc il y a un panel de formations assez large qui sont ouvertes en fonction des métiers qu'envisagent les doctorants en fin de thèse. Là encore, il y a plusieurs voies d'accès pour aller vers le doctorat, puisqu'il y a les contrats doctoraux, ou encore, où là on est recommandé finalement, dans ce cas de figure, où il y a aussi le directeur de thèse qui peut nous orienter vers ce type de formation. Pour l'intégration en thèse, il faut un Bac+5, quel qu'il soit. C'est-à-dire un Bac+5, ça peut être un master, ça peut être un diplôme d'ingénieur, ça peut être un master d'une université étrangère. Ça, pas d'importance. Donc une fois qu'on a un Bac+5, on peut postuler sur un contrat doctoral. Le contrat doctoral, il y a différents types de contrats doctoraux. Il y a les contrats doctoraux d'établissement. Donc dans le cas de l'école doctorale Sciences Chimiques Ballard, pour pouvoir accéder aux contrats doctoraux d'établissement, il y a un concours. Donc les sujets de thèse sont proposés. Les candidats aux différents sujets vont déposer leur candidature. L'équipe d'encadrement va sélectionner 2 ou 3 candidats. Et ensuite, il y a une audition avec l'ensemble du conseil de l'école doctorale qui est présente. Et un classement est fait pour pouvoir attribuer ce contrat doctoral à un des candidats. Donc ça, c'est le premier type de financement possible. Après, il y a d'autres types de financements qui peuvent venir de l'ANR, qui peuvent venir de l'ADEME, ou qui peuvent venir de contrats directement avec les industriels. Ce sont des contrats CIFRE. À ce moment-là, on ne passe pas par un concours au niveau de l'école doctorale. On fait confiance aux équipes d'encadrement pour la sélection du candidat qui va réaliser ce travail de thèse. Les doctorants auront la possibilité de faire des vacations, de donner des cours à la fac ou d'avoir un contrat d'enseignement. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais ça apporte une certaine expérience. Expliquez-nous. Alors, on donne la possibilité aux doctorants de réaliser des travaux d'enseignement, donc à la fac de sciences, à l'IUT ou à l'école de chimie. Pour pouvoir réaliser ces enseignements, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de prétendre à une MCE, donc c'est les contrats d'enseignement. C'est les anciens monitorats. Donc là, ils ont un contrat sur une année. À la fac de sciences, ils font 32 heures équivalent TD. À l'école de chimie, à l'IUT, c'est 64 heures équivalent TD. Ça leur permet d'avoir une première expérience en enseignement. Donc ces MCE ne sont pas disponibles pour tous
les doctorants, il y en a peu. Mais ils ont aussi la possibilité de faire des vacations. Donc à ce moment-là, c'est prendre contact directement avec les enseignants responsables d'un enseignement qui a des heures disponibles et qui peut donner à un doctorant en particulier, ou alors de passer par l'association Alchimie. L'idée, c'est de leur permettre de toucher du doigt quel est le métier d'enseignant-chercheur, parce que l'enseignement ne plaît pas à tout le monde. Vous disiez, ce ne sont plus des cours classiques comme les années précédentes à l'université. En revanche, il va y avoir des heures de formation complémentaires ? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ces heures de formation, ça peut être des formations de management, ça peut être des formations à l'encadrement de stagiaires. Ça leur permet de se mettre à la place de leur directeur de thèse et de se rendre compte que c'est pas si évident de donner des directions, des pistes et de les faire respecter par le stagiaire ou le doctorant en question dans ce cas-là. Ça peut être des formations à la vulgarisation avec, par exemple, la préparation de ma thèse en 180 secondes ou les formations comment rendre une présentation sexy, comment bien placer sa voix, comment bien aborder une classe, ce genre de choses, ou comment résoudre aussi des conflits. La résolution de conflits fait partie des formations qui sont proposées par le collège doctoral. Et une formation obligatoire, la formation à l'éthique et à l'intégrité scientifique qu'ils doivent suivre avant leur soutenance de thèse. Alors, il y a une grosse partie d'expérimental avec du temps à la paillasse. Et puis, ce qui est obligatoire également, c'est de publier et de présenter une conférence ? Exactement. Donc, la majorité du temps de travail d'un doctorant, c'est du temps de travail en laboratoire, donc à la paillasse ou devant un ordinateur pour la chimie théorique, mais ça reste quand même du travail expérimental. Et on demande, pour pouvoir soutenir sa thèse, on demande aux doctorants d'avoir au moins une publication et d'avoir présenté ses travaux de recherche dans une conférence, de préférence internationale, mais à minima dans une conférence nationale. Ça peut sembler finalement prématuré pour des lycéens qui nous regardent de se projeter jusqu'en Bac+8. Et en même temps, ce que vous me disiez, c'est que c'est un projet qui doit mûrir quand même assez rapidement, notamment pour choisir son projet de thèse. Alors rapidement, je dirais pas ça, c'est au fur et à mesure, que ce soit à partir de la première année de licence jusqu'à la 5e année de master, on va découvrir plein de domaines différents dans le domaine de la chimie. Qu'on passe par la fac, qu'on passe par le BUT ou qu'on passe par l'école de chimie, on touche un petit peu à tout et on va voir quelles sont les thématiques qui nous plaisent le plus. Il y a beaucoup de stages qui sont proposés, il y a des travaux pratiques qui sont proposés et on va vite se rendre compte si on est plus attiré par la chimie organique, la chimie inorganique, la chimie des matériaux, peu importe. Et à partir de ce moment-là, on va se construire une expérience qu'on va pouvoir valoriser quand on va candidater sur les différents sujets de thèse par rapport aux appétences de chacun. David Virieux, vous me disiez à peu près 30% de vos étudiants ingénieurs qui décident de poursuivre vers la thèse ? Oui, c'est vrai que la formation, généralement, est une formation professionnalisée, comme les BUT. Donc la conséquence, c'est qu'ils sont directement aptes à rentrer en entreprise. Mais typiquement, sur l'école, c'est une trentaine de pourcents. Donc une trentaine d'élèves qui vont entrer chaque année dans une formation de doctorat pour obtenir les compétences complémentaires et s'orienter surtout après vers la recherche. Si on veut faire un travail dans le laboratoire de recherche, si on veut faire de la recherche, le doctorat est obligatoire. Oui. Justement, alors qu'est-ce qu'on fait une fois son Bac+8 en poche ? Est-ce qu'on devient enseignant ? Est-ce qu'on travaille dans le privé ? Est-ce qu'on monte son entreprise ? Quelles sont les possibilités ? On fait ce qu'on veut. Le doctorat, en fait, c'est une formation qui permet d'être adaptable à n'importe quelle situation. Ça dépend la volonté de chacun. Donc, on va être capable de... On ne va pas être capable de prétendre un poste de maître de conférence directement après sa thèse de doctorat, ça sera difficile d'obtenir. Donc généralement, une fois le doctorat en poche, on a une expérience postdoctorale, 1, 2 ou 3 expériences postdoctorales. C'est-à-dire on va se promener dans différents laboratoires, en France ou à l'étranger, pour pouvoir acquérir des compétences complémentaires, donc en chimie par exemple, ou alors regarder comment est-ce qu'on travaille dans d'autres laboratoires. Chaque laboratoire a sa spécificité. Une fois qu'on a eu cette expérience postdoctorale, on va pouvoir candidater donc pour les postes, pour le concours de maître de conférence. Ça, c'est si on veut faire de l'enseignement et de la recherche. Mais on a une grosse partie à l'heure actuelle des doctorants qui s'orientent plutôt vers l'industrie. Et là, ce sera de la recherche et du développement qui seront réalisés. Et ils mettront en application toutes les compétences qu'ils ont pu développer de créativité, de veille bibliographique, de communication, de management. Tout ça, ils l'ont appris quand ils étaient en thèse, ils le mettront en application derrière. Et le montage d'entreprise, donc les startups, c'est rarement post-thèse. Il y a quelques aventuriers qui se lancent directement après leur thèse sur leur sujet de thèse en général. Mais on a beaucoup de docteurs qui, après une expérience dans le privé pendant une dizaine d'années, décident de se lancer et de monter leur propre start-up. Il y a aussi des enseignants-chercheurs qui, en parallèle de leur fonction d'enseignant-chercheur, lancent leur propre start-up. Vous avez, vous, des exemples justement de création d'entreprise dans le domaine des cosmétiques notamment ?
Alors c'est vrai que la formation d'ingénieur pousse un petit peu plus à ça. On fait partie de ce qui peut exister sur le pôle montpelliérain au travers du projet Pépite, donc qui permet d'avoir certains étudiants entrepreneurs, donc dès la formation. Donc le gros avantage, c'est que ça leur permet de se mettre en tête, je suis capable de, et donc je peux vouloir créer une entreprise à l'issue de l'école. Donc la particularité, on a fait un petit bilan assez récent sur les 3 dernières années, ce sont 12 startups qui ont été créées, et sur ces 12 startups, il y en a certains de très jeunes diplômés, donc juste à l'issue. Donc j'ai en tête quelqu'un qui communique beaucoup actuellement sur LinkedIn, qui a créé l'entreprise Moodify, que vous pouvez aller jeter un coup d'œil. C'est pour les jeunes filles. En doctorat, à l'heure actuelle, on a 50% de garçons et 50% de filles. Donc ne vous limitez pas. Quel est le ratio justement au niveau des effectifs concernant vos 2 formations pour l'école de chimie ou pour le BUT? Je laisse commencer, mes collègues. Oui, donc pour le BUT, on a à peu près 2/3 de filles pour 1/3 de garçons. Pourtant, c'est sans privilégier l'un ou l'autre, c'est comme ça. On a plutôt une appétence pour la chimie quand on est une fille et un peu moins quand on est un garçon. Mais après, en termes de réussite, ça fonctionne très bien d'un côté ou de l'autre. Et donc moi, je vais me situer quelque part entre les deux, effectivement, dans les faits, puisque effectivement, on a été au plus haut niveau, à peu près à 2/3 de filles pour 1/3 de garçons. Et puis, sur les dernières années, on est plutôt aux alentours de 50-50. Ce qu'on retrouve en thèse. Tout à fait. Pour les doctorants qui souhaiteraient s'orienter vers l'industrie, il y a des aides qui sont fournies justement par l'État pour recruter un docteur. Ce sont des aides incitatives. Oui, c'est le crédit impôt recherche qui permet aux jeunes entreprises, ou même aux plus grosses, mais c'est surtout pour les jeunes entreprises, de recruter un docteur en CDI. Et une grosse partie du salaire du docteur est pris en charge, alors sous réserve que le docteur n'ait jamais été en CDI auparavant. Donc juste post-thèse, ça permet d'avoir des aides pour recruter un jeune docteur. Le temps moyen, allez-y, je vous en prie. Non. Mais ça marche aussi pour les ingénieurs, je crois. C'était bien ça. Voilà, c'était le point particulier, c'est l'obligation de l'entreprise qui va vous embaucher, un tout jeune docteur, de prendre CDI. Directement en CDI, sans passer par la case CDD. Ça, c'est un des points très avantageux. Oui, ce qui n'est pas le cas dans tous les secteurs d'activité ou toutes les filières. Quel est le temps moyen pour valider sa thèse? Alors, dans notre école doctorale, le temps moyen, on est sur 38 mois. Normalement, une thèse se fait en 3 ans. Bon, il y a toujours une thèse se commence grosso modo entre septembre et décembre. Et les soutenances de thèse se font généralement en décembre. Après, il peut y avoir des petits glissements parce que problème de manip, problème d'appareillage disponible ou jury non disponible pour la soutenance, ça marche aussi. Un délai sur la publication de l'article qui va faire qu'on a un petit peu de retard. Mais en grosso modo, on est sur 38 mois de thèse. Nous avons Axel qui nous demande, quelqu'un dont le parcours académique ne contient pas du tout de chimie théorique, peut-il prétendre à une thèse en chimie théorique? Alors oui, sur le principe oui. Après, ça va dépendre de l'équipe d'encadrement. C'est-à-dire que si l'étudiant en question est extrêmement motivé et même si pendant son cursus, il n'a pas fait de chimie théorique, mais il a été curieux, il s'est renseigné, il a fait de la biblio sur les différents domaines qui concernent le sujet de thèse et qu'il arrive à convaincre l'équipe d'encadrement, il n'y a pas de raison de ne pas faire de thèse en chimie théorique. Après, en général, un docteur, il est rare qu'il travaille sur le même sujet que son sujet de thèse. L'idée, c'est pas de former un super ingénieur ou un super chercheur dans un domaine précis, c'est vraiment d'avoir cette capacité à s'adapter et à être capable de travailler sur n'importe quel sujet dans le domaine de la chimie. Je rajouterai un petit complément là-dessus. Donc, si c'est la chimie théorique qui intéresse, il y a quelques autres compétences à essayer d'agréger, en particulier le côté mathématique et le côté informatique. Donc, s'il y a des plus-values à faire valoir là-dessus, autant bien les mettre en avant. C'est ça. Ça peut paraître abstrait pour certains qui ne savent pas à quoi ressemble une thèse. Alors, il y a des vidéos en ligne aujourd'hui qu'on peut regarder. À l'heure actuelle, ça fait quelques années maintenant qu'il s'est mis en place un concours qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Donc, le principe, c'est qu'on demande aux doctorants de présenter leur thèse en 3 minutes. Donc, c'est présenté de manière ludique et vulgarisée, mais ça vous permet aussi de voir quels sont les différents domaines de recherche dans lesquels travaillent les doctorants à l'heure actuelle. Alors, ma thèse à 180 secondes, c'est pas que de la chimie, il y a des maths, il y a de la physique théorique, il y a beaucoup de choses de l'environnement, de l'agro, peu importe. Mais ça permet de toucher du doigt un petit peu quelles sont les thématiques de recherche actuelles.
Je lis une question. Obtention de ma thèse en chimie générale à l'Université de Yaoundé en 2022. J'ai postulé pour une inscription en master dans votre prestigieux établissement, mais je n'ai pas eu d'admission. En passant, j'imagine, elle n'a pas fini d'écrire par Parcoursup ou par e-parcours peut-être plutôt E-candidat. E-candidat. J'ai pas entendu. Quelle formation est-ce qu'elle avait au départ? Une licence de chimie générale. Après, ça, ce sont... Voilà, après, effectivement, ça passe par e-candidat. En fonction des universités d'obtention de la licence, il y a des niveaux qui sont plus ou moins élevés. Quand on est à l'étranger, quand on est à l'étranger, exactement, et qui ne permettent pas forcément d'accéder directement au master. Après, il peut être proposé à ces candidats-là une inscription en deuxième année de licence pour venir compenser les lacunes qu'il peut y avoir et leur permettre de suivre de manière efficace le cursus. L'idée, c'est pas de mettre les étudiants en difficulté. Il y a peu de sélection à l'université à l'entrée pour le niveau licence. Les parcours de master, certains peuvent être relativement demandés et donc là, on est sur des parcours qui peuvent être aussi assez sélectifs. Donc, ça peut expliquer la frustration d'un candidat et on peut le comprendre. Voilà. Quelles sont les qualités requises que l'on doit posséder dans chacune de vos formations? En ce qui concerne la thèse, vous me disiez, c'est un travail de passion, il faut être curieux et surtout ne pas compter ses heures. Alors, ne pas compter ses heures, c'est pas pour faire peur, c'est qu'à partir du moment où on fait un travail qui nous passionne, de toute façon, on n'est pas en train de regarder la montre. Si on regarde la montre, c'est qu'on n'est pas fait pour ça et qu'il faut changer d'orientation, quel que soit le métier. Mais effectivement, le travail de thèse, c'est un travail, il faut être curieux, il faut être créatif. Le bon exemple, c'est MacGyver. Si vous avez l'esprit d'initiative, si vous avez de l'endurance, parce qu'il faut de l'endurance aussi, de la résilience aussi, parce que ça ne marche pas toujours. Si toutes les manips que vous faites fonctionnent, c'est un TP, c'est pas de la recherche. Voilà. C'est très bien dit. Et vous concernant David Virieux? Ça n'a pas changé beaucoup. Hein. Effectivement, on est sur la même chose parce qu'on est sur les mêmes exigences. Hein. Qu'on soit en recherche ou on travaille d'ingénierat, je dirais qu'il y a peut-être une petite différence, c'est que si on ne se destine pas à un parcours recherche et qu'on veut directement rentrer en tant qu'ingénieur, c'est d'aller plus vite, le plus vite possible dans le concret. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain timing pour pouvoir produire son produit, satisfaire le client. Et donc la conséquence, c'est quelquefois on va prendre peut-être un peu moins de risques que ce qu'on pourrait faire en recherche et on ira directement à l'essentiel. Je dois délivrer à l'instant T. Ce qui implique pas nécessairement qu'il n'y ait pas d'innovation et d'intelligence qui soit mise derrière, bien entendu. Pour le BUT ? Le BUT, bien sûr, une appétence pour la chimie, pour les sciences en général, et surtout le BUT, avoir vraiment le goût des manipulations et du travail de laboratoire, parce qu'on passe 50% de son temps dans les salles de TP, dans les mises en situation pratique, donc il faut aimer la pratique. Quel est le niveau de salaire à la sortie, suivant le diplôme, hein, bien évidemment, et le type de poste que l'on pourra occuper? Je vous laisse justement à tour de rôle nous dévoiler. Alors, je dois avouer que là, je ne sais pas trop exactement. J'imagine que c'est très variable selon qu'on intègre une petite, une moyenne ou une grande entreprise. Donc, c'est difficile de répondre à cette question. On ne sait pas si on est sur des postes à responsabilité. Ah, je croyais que vous nous parliez des salaires. Rémunération la aussi. Rémunération, voilà, sur la rémunération, je ne saurais pas trop vous dire. Après, sur les postes à responsabilité, j'imagine bien sûr que quand on est dans une grosse boîte, on va s'appuyer davantage sur l'ingénieur qui va gérer les projets, etc. On a certainement des responsabilités en termes de manipulation, voilà, ou d'appareillage, etc. Et bien sûr, plus l'entreprise est de petite taille, plus les responsabilités finalement sont importantes pour le technicien. Oui, parce qu'on l'a très peu évoqué vous concernant, mais ils peuvent exercer soit dans des labos, soit à l'INRA par exemple, au CIRAD ou dans oui, des bien startups. sûr. Ils peuvent travailler dans des laboratoires de recherche publique, dans des laboratoires privés. Donc, on peut être technicien dans différents domaines de la chimie. Ça peut être en analyse, ça peut être en élaboration de matériaux, en formulation, en synthèse, que ce soit de la synthèse organique ou inorganique, donc dans les différents domaines de la chimie qui ont été cités tout à l'heure, hein, qui regroupent l'énergie, le pharmaceutique, la santé. Donc on retrouve nos étudiants un petit peu dans tous ces domaines, le cosmétique, parfum, arôme, etc. également. Concernant donc la rémunération et le type de poste peut-être Alors côté rémunération,
je vais faire un gros distinguo. Le premier distinguo, c'est entre public et privé. Donc côté public, il y a les conventions qui règlent tout ça, donc c'est assez facilement trouvable sur les sites du ministère. Je vais plutôt me focaliser sur le privé, puisque c'est l'embauche principale de nos ingénieurs. Donc la moyenne sur la dernière année qu'on a pu regarder l'an dernier, c'était 41 kg en France. Mais il y a une forte disparité aussi en fonction du pays d'emploi. Donc si vous allez sur la Suisse, vous pouvez multiplier par 1,5 fois votre salaire d'embauche au niveau Bac plus 5, donc situé aux alentours des 60 à 70 000 euros, voire 90 000 euros dans certaines entreprises agroalimentaires, mais ça reste plutôt des exceptions. Voilà, quand on reste en France, 40 kg annuels pour démarrer, ça reste relativement bien, sans expérience complémentaire. Et pour un docteur ? Alors, pour un docteur, on va avoir la même problématique entre le public et le privé. Donc le public... les grilles sont disponibles. Maître de conf en première, maître de conf en début de carrière, je crois que ça va être autour de 2 000 euros. Ça, c'est pas mirobolant, avec pour un bac plus 8, hein, voilà. Et dans le privé, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur qu'un ingénieur au lambda d'après. Ça va dépendre aussi des sociétés. Il y a certaines sociétés qui vont faire un distinguo entre un docteur issu de l'université et un docteur issu d'une école d'ingénieur. Donc ça, je n'ai pas encore compris pourquoi, mais je pense qu'un jour ils m'expliqueront. Parce qu'à partir du moment où on a un doctorat, qu'en effet un master ou une école d'ingé avant. Si je dois compléter, en fait, il y a des reconnaissances des différentes écoles. Ça, c'est lié au passif français. C'est ça. Entre la dichotomie qu'il y avait eu les deux formations dans le supérieur, qui sont les formations dites d'ingénieurs et les formations à l'université. Et donc, même en fonction des écoles, on peut avoir une rémunération qui est différente. Et après, à l'étranger, on va avoir la même chose, c'est-à-dire que c'est 60 000 euros minimum. Ce distinguo n'existe plus à l'étranger. Mathéo nous a posé une question. Il nous demande si le recrutement d'ingénieurs sous le statut d'alternant, accordez-vous plus d'importance à des candidats ayant déjà fait de l'alternance durant leur BUT ? Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné jusqu'à présent. Donc, l'école de chimie a cette particularité de recruter sur un deuxième statut qui est celui non plus de formation d'ingénieur sous statut étudiant, mais formation d'ingénieur sous statut apprenti. On recrute à peu près au maximum 27 élèves par année. Et donc, la conséquence, c'est uniquement des élèves issus d'une bonne formation antérieure. Et la bonne formation antérieure, c'est un BUT. Voilà, c'est chez nous. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'ils doivent être très rapidement autonomes à la paillasse ou en entreprise, en tout cas de manière générale. Donc, est-ce qu'on regarde spécifiquement ce qu'ils ont fait avant et donc est-ce qu'ils ont fait un parcours d'alternance ? La réponse, c'est non. Si le dossier est bon, si la motivation est bonne à l'issue de l'entretien, il peut rentrer dans la formation sous statut apprenti. Je m'explique. En fait, donc là-dessus, ils seront présélectionnés sur dossier et en complément de la sélection qu'on a, ils vont passer un petit entretien d'une demi-heure avec un professionnel et un enseignant-chercheur de l'école. Et c'est les deux qu'il faut réussir à convaincre pour pouvoir intégrer chez nous sous statut apprenti. On l'a dit, la chimie est un secteur en mutation qui doit notamment s'adapter aux transformations numériques et qui est aussi impacté par l'intelligence artificielle. Est-ce que ça signifie qu'on va émerger de nouveaux métiers qui sont justement en relation avec ces problématiques ? Alors, qui c'est qui répond ? C'est moi qui réponds. Allez, vas-y. Alors, voir émerger de nouveaux métiers directement, non, pas encore. Par contre, ça va être une technologie qui est assez transformative, qui va être transformative dans plusieurs des approches, en particulier sur tout l'outil de production. Donc on va avoir une usine qui va être fortement digitalisée, c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0 ou 5.0. Donc vous pouvez regarder les acronymes correspondants sur Internet. Et donc là, ça va être... il va y avoir la nécessité d'acquérir des compétences un petit peu dans ce domaine-là. Alors, c'est à la fois intelligence artificielle et ensuite, en plus, la gestion de la donnée, parce que ça va conduire à fournir beaucoup de data en correspondance. L'autre point derrière, c'est vrai que la chimie a été mise à l'honneur cette année, de manière assez indirecte ou directe, ça dépend comment on le verra, en particulier au travers du programme AlphaFold, puisque le prix Nobel de chimie a été décerné à 2 chercheurs de chez Google pour la modélisation de protéines. Donc c'est clair que ça a un impact derrière sur la découverte de molécules, mais on sait que ça va avoir aussi des impacts relativement profonds dans la découverte de nouveaux matériaux, l'amélioration de procédés et ainsi de suite. Donc on réfléchit très sérieusement à avoir une formation
spécifiques sur l'IA et la data, au moins dans nos formations d'ingénieurs. Et en tout cas, je sais que les collègues de l'Université de Montpellier, on travaille avec eux sur ce domaine-là. Ça va être arrivé très prochainement sur les formations de master aussi. C'est un sujet sur lequel vous travaillez également ? C'est un sujet qui commence à émerger aussi au niveau des thèses. Après, c'est surtout sur enrichir les bases de données pour pouvoir donner des informations entrantes pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle sans data d'entrée, c'est une coquille vide. Donc toutes les manipulations, toutes les données qu'on va pouvoir récupérer en laboratoire par l'expérimentation, ça va nourrir cette intelligence artificielle. On a très longtemps associé la chimie aux activités industrielles polluantes. On n'est plus dans ce cas de figure aujourd'hui. Il y a vraiment une sensibilité qui émerge pour former sur tout ce qui est donc environnement, renouvelable. Je peux. Je peux. Il y a une grosse sensibilisation qui est faite à l'heure actuelle, que ce soit au niveau du doctorat, au niveau des écoles d'ingé ou du BUT, pour justement prendre en considération la prévention de l'environnement. Donc essayer de limiter l'utilisation de solvants ou d'utiliser les solvants les moins polluants possibles. Essayer de travailler avec des matériaux issus du vivant, du biosourcé, qui ne rentrent pas en compétition avec l'alimentaire. Mais il y a vraiment une grosse prise en considération aussi de tout ce qui est analyse du cycle de vie. C'est-à-dire quel est l'impact de ma molécule, de mon matériau, de sa formulation, de sa fabrication, de sa synthèse, jusqu'à sa mise au déchet. Donc cette inquiétude-là, cette sensibilisation-là, elle est faite dès la première année de formation en chimie. Nous arrivons quasiment au terme de cet échange. Si vous aviez chacun, avant de conclure, un message à délivrer aux personnes qui nous regardent, ou un conseil à donner éventuellement. Oui, pour être multiple, pour les filles, n'hésitez pas, ça reste une formation qui est accessible à tout à chacun là-dessus. Et puis après, le deuxième point, a été dit un petit peu par Claire, c'est si vous avez l'envie, ça vous réussira. Mais ne vous limitez pas. Oui. Le travail de chercheur, ce n'est pas un travail qui est limité aux élites. C'est à partir du moment où vous avez envie, vous avez l'appétence et vous avez la curiosité, il est fait pour vous. Mais ça reste quand même un domaine exigeant. C'est un domaine exigeant, oui, mais exigeant dans le sens où il faut s'investir et il faut faire. Mais c'est pas exigeant dans le sens où on n'a pas besoin d'avoir 20 sur 20 ou d'avoir une mention très bien au bac pour devenir chercheur. Il faut juste qu'on trouve le domaine qui nous intéresse et qu'on ait envie de travailler dans ce domaine-là. Pour conclure, Isabelle Desvignes. Eh bien, si vous aimez la chimie, si vous aimez la pratique, le BUT peut être fait pour vous. Vous l'aurez compris, l'industrie chimique est un acteur majeur de la chimie mondiale et de l'économie française avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 68,4 milliards d'euros. Elle se maintient parmi les premiers secteurs industriels. Dans l'industrie, on trouve des débouchés pour les chimistes de la fabrication à la commercialisation, sans oublier les achats et la logistique. Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de ces métiers, je vous invite à consulter le site de France Chimie, qui est l'organisation professionnelle qui représente les entreprises de la chimie en France. Vous pouvez également vous rendre sur celui de la Fédération Gay-Lussac, qui est le plus ancien réseau thématique des écoles de chimie de France, et sur celui des métiers de la chimie. N'hésitez pas également à découvrir les sites respectifs des différents établissements que l'on vient de mettre en avant et qui ont généralement des plaquettes détaillées. Je vous rappelle également la journée portes ouvertes sur 7 pour le BUT. Ça sera samedi prochain. Quoi qu'il en soit, il vous reste encore du temps pour finaliser votre projet d'orientation, puisque concernant les modalités sur Parcoursup, les dates clés à retenir sont les suivantes. Vous avez jusqu'au 13 mars pour vous inscrire et formuler vos vœux. La date butoir pour compléter votre dossier est quant à elle fixée au 2 avril prochain. Ça, c'est pour le calendrier. Enfin, si vous souhaitez revoir ces échanges, sachez que ce direct live consacré au métier de la chimie, quel que soit le niveau d'études, sera accessible en ligne via la chaîne YouTube de la plateforme Compass. Merci à tous les trois pour vos témoignages et vos explications. Merci à ceux qui nous ont suivis en ligne et bon courage à toutes et à tous dans vos démarches d'orientation.